Jeudi 22 février. Kiosque, c'est parti. Voici les sommaires de votre magazine, madame, messieurs. Ça cloche au fond de promotion ou l'industrie, le FPI, et des révocations en cascade avec les comités de gestion. Autre actualité, ce matin, Ali Ben Bongo Ndimba, le président du Gabon, arrive à Kinshasa tout à l'heure. Joseph Kabila au bas de la passerelle pour l'accueillir. La cérémonie, c'est tout à l'heure à l'aéroport international de Ndjili. Autre actualité, ce matin, c'est cette remise et reprise entre l'entrant et le sortant. Henri Monva-Sakani prend donc le bâton. Chadari Emmanuel Ramazani et quitte l'intérieur. On va revenir sur cette nomination du patron du PPRD et les péripéties de tout ce qui se passe au niveau du parti présidentiel. Les vaches de Kwango et de Kwilu, la décision est tombée, regroupement à Bukangalonzo. Vous avez suivi la délégation gouvernementale qui a fait les déplacements, tout comme les parlementaires de Kwilu et de Kwango, à leur tête le président de l'Assemblée, Obem Munaku Nzalandjoko. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui regardez CCTV, c'est votre magazine Kiosque, sur ce plateau de consultants en termes économiques, je les appelle ainsi parce qu'ils viennent décortiquer avec nous l'actualité économique. Gabi Kouba Bikanga qui fait son grand retour sur ce plateau de Kiosque. Gabi, bonjour, bienvenue. Un mois après, je vous bonjour. Après votre congé, oui. Après le mariage, moi aussi j'étais en déplacement. Je vous ai vu dans la salle de fête en train de danser avec madame. Vous ne saviez pas que je pouvais esquisser quelque part des danses. Oui, il fallait exprimer ma joie. Et quand on jouait la chanson Caligula? Bon, Caligula, c'est vrai, je ne suis pas vraiment un bon amateur de musique, mais ce jour-là, il fallait un plaisir. Merci de la conférence, c'est Indaba. Oui, Indaba Mining 2018 qui a réuni plusieurs investisseurs. Vous savez que depuis l'année dernière, l'activité minière a repris avec l'envolée des cours des métaux sur les marchés internationaux, mais aussi la production qui a augmenté en République démocratique du Congo malgré les problèmes que nous avons, malgré le désengagement de certaines entreprises, notamment les géants suisses et Glencore ou encore les groupes d'Angetler qui ont connu des problèmes au Katanga, mais la production a augmenté, donc il y a plus ou moins des perspectives acceptable, mais maintenant les problèmes de gestion et les problèmes de gouvernance, ça c'est autre chose, c'est un autre débat, mais au moins sur le plan mondial, la RDC étant tributaire de ces exploitations minières, donc il y a lieu de croire que quelque chose peut se passer. Ça n'aura pas d'incidence sur le budget? D'ailleurs, le budget a été rectifié au regard de cette conjoncture plus ou moins positive, mais aussi le ministre de l'économie qui fait les déclarations qu'avec la révision du code minier, les recettes de l'État vont augmenter d'ici le mois. Il est déjà promulgué, ce code? Le code n'est pas encore promulgué parce Pourquoi? que ça fait débat. Il y a des contestations au niveau du Parlement. Le code a été adopté. Maintenant, il faut que le président de la République le promulgue, mais les opérateurs miniers ne sont pas d'accord. Et on assiste d'ailleurs à une sorte de dédoublement au niveau de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, parce que lors des discussions tripartites entre le gouvernement, la société civile et les opérateurs miniers, certains opérateurs miniers qui faisaient membres de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo avaient été presque dans une situation de duplicité. Tantôt, le matin, ils étaient avec la corporation des miniers, le soir, ils sont avec le gouvernement, et là, leur neutralité, leur prise de position pose problème. D'abord, le président de la Fédération des entreprises du Congo lui-même, Albert Youma, qui dirige une entreprise du portefeuille de l'État, ne fait pas l'unanimité parce qu'il soutient mordicus la révision du code minier, et il va encore plus loin, au-delà de la révision du code minier, il faut renégocier les partenariats entre la GECAMINE et les privés. Donc, il est contesté au niveau même de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo. Et ça ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a certains opérateurs qui sont régis par le code minier de 2002 ou encore celui qui sera promulgué et qui estime qu'il y a deux poids deux mesures parce qu'il y a des entreprises aussi régies sous le régime des conventions qui ne sont pas concernées par ces codes miniers. Donc il y a une sorte d'injustice. Eux subissent plus des pressions ou encore payent plus à l'État. Ils ont beaucoup, ils respectent plus des exigences que ceux que les entreprises régies par. Mais là où j'étais un peu déçu, c'est ce jeu de ping-pong entre le ministre
lorsqu'on est à l'étranger, vous oubliez vos divergences. En tout cas, je suis désolé d'avoir constaté ces jeux entre le ministre des Mines et le président le PCA de la GECAMINE. Donc, on ne sait pas effectivement qui représentait la délégation de la RDC. S'il vous plaît. Oui. Le PCA de la GECAMINE, c'est comme Atundu à la SNEL. Ah oui. Mais comment il a aussi une prédominance sur les DG que quand il fallait inaugurer l'immeuble de la GECAMINE, c'est le PCA qui parle. Mais vous savez, même un simple... Attendez, vous connaissez les PCA de la SONAS? je les connais, mais il n'est pas visible. Alors comment le PCA, comme Albert Youma, il est aussi fort que tous les comités de gestion? Mais vous savez, il y a une lutte du clan présidentiel dans la gestion des affaires. Chacun veut prouver que c'est lui l'homme de confiance du chef. Et il y a aussi la lutte pour le leadership qui émerge lorsqu'on constitue une délégation de la République dans un forum comme celui-là. Ce n'est pas que Bassonaki, comme vous le dites, mais ces jeux-là, non. Le ministre dit tous sont unanimes pour la révision du code minier, mais la manière de le dire. Tantôt, je constate que c'est Youma qui prend la parole pour dire autre chose, et c'est Martin Kabilulu qui les contredit. D'ailleurs, je cite le ministre, il dit, vous savez, ces messieurs-là, s'il y a des divergences au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, au niveau de la Chambre des mines de la FEC, allez négocier ça au niveau de la FEC. D'abord, Youma est avec vous. Vous savez qu'il nous critique, même nous, les membres du gouvernement. Pourtant, il est à la tête d'une entreprise du portefeuille de l'État. Et Youma, qui dit autre chose, dit, bon, ça va. Tout cela, tout ce que le gouvernement dit, je ne suis pas d'accord avec. D'ailleurs, dans le passé, on a eu des problèmes. Partez. De toute façon, les opérateurs peuvent toujours revenir. On aura toujours besoin. Si je ne vous interromps pas, vous risquez de prendre toutes les minutes. Hein. Ressources, lutte contre la fraude minière en RDC, Pascal Niembo verrouille l'enclos. C'est à lire à la ligne du jour du magazine N Ressources, révision du code minier. Vous revenez sur ça. La RDC à la croisée des chemins. Gestion de la GECAMINE. Youma rétablit la vérité sur des rapports malveillants. N Ressources, c'est ce numéro dans votre kiosque à journaux. Israël, bonjour. Beaucoup de choses à dire sur ces codes miniers, sur les divergences. Parfois, Albert Youma, qui se comporte d'abord comme patron d'une entreprise de portefeuille, parfois comme président de la FEC, il a du mal de partager d'abord de son statut comme administrateur d'une entreprise et en même temps chef du patronat congolais. Oui. Est-ce qu'il y a incompatibilité dans les textes? Apparemment non. Mais parfois il y a des conflits d'intérêts parce qu'il est parfois tantôt acteur public, tantôt acteur privé. Voilà. Et donc, mais Youma est un personnage assez puissant. Donc s'il y a une personne qui a su résister à Matata, c'est bien Youma. Donc quand Matata lui avait demandé de faire la transparence sur tous les contrats miniers publiés, il y a un contrat que Youma n'avait pas publié, qui a fait capoter le PEC 2. PEC 2. Absolument. Et donc en 2012, si je ne m'abuse. Et donc Youma, c'est quand même quelqu'un de très important. Il est tellement important qu'il fait même de l'ombre à Kabouiloulou. Ça a profité au pays ou bien ça n'a pas profité au pays? Non, sur cette histoire, franchement, ça n'a pas profité au pays. Parce que la rupture du PEG, on n'a plus droit aux appuis budgétaires. Donc Youma n'est pas un bon élève. En tout cas, sur la question de la transparence, là, en tout cas, il a fauté. Il a mis le pays en grande difficulté, en grand danger. Donc, mais la question, c'est que Youma est un personnage central du secteur minier congolais. Il est tellement central parce qu'il est à la tête de la GECAMINE ou de ce qu'il en reste. Mais la GECAMINE et ce qu'il en reste a encore un portefeuille minier assez important avec les partenariats qu'il a noués avec plusieurs entreprises. Kabouiloulou a fait 11 ans, je crois, au ministère de Mines, un record des longévités à la tête du ministère. Il devait être le patron contesté du secteur minier, mais il n'y arrive pas parce que Youma lui fait de l'ombre. Youma a fait cracher 200 millions de dollars à l'ex Freeport McMoran, Simon qu'aujourd'hui. Donc, Tenke Fungurume a payé 200 millions de dollars. Youma fait cracher cette somme-là, soi-disant pour respecter. Youma, jusque-là,
Youma fait encore des misères à Tenke, parce que la nomination de Simon Toumako comme DGA de Tenke Fungurume n'a pas encore été actée par le gouvernement. Donc il y a beaucoup de difficultés et parfois il y a des décisions que Youma prend et que les miniers vont s'en référer à Kaboueloulou et puis Kaboueloulou essaye de raisonner Youma qui le désavoue. Donc, il y a des tensions entre les deux personnalités. Il y a des tensions, je suis d'accord. Au pays, oui. Comment aller exporter les conflits à l'étranger. Au Brickfest, bon, j'ai pas été cette fois-ci à Indaba, la messe minière où on se rencontre souvent avec Gabi, mais on m'a dit, les Gabi qui étaient là, qu'au Brickfest, parce que il y a plusieurs conférences, il y a plusieurs stands, mais il y a pour nous les Congolais, il y a des activités phares, c'est notamment le déjeuner contre la RDC. Une journée spéciale pour la RDC. Il y a une journée spéciale. Et donc voilà, cette matinée spéciale où autour d'un repas, vous discutez avec les miniers et tout ça. Youma n'est pas venu. Quand Youma Mena a organisé aussi sa conférence de presse, le ministre n'est pas allé. Donc il y avait une division dans le camp congolais, ils ne pouvaient pas parler d'une même voix. Alors, mais d'abord, les enjeux... Ce personnage de Youma, qui est-il vraiment dans ces régimes, dans ces systèmes? Non, mais c'est un homme de confiance du chef de l'État, on ne peut pas s'en cacher. Alors, Youma a la confiance, c'est-à-dire il a la bénédiction de Kabila. Youma a la confiance du chef, c'est clair. Youma a la confiance du chef. De même que Kaboueloulou a la confiance du chef. De même que Matata a la confiance du chef. Donc Kabila règne sur un clan. Il y a des groupes, des intérêts divergents. Mais j'aimerais dire quand même quelque chose d'important ici. Par rapport au code minier. Par rapport au code minier. Oui. Parce que le vrai enjeu du code minier, c'est quoi? C'est que l'État veut justement tirer plus de profits, plus de recettes du secteur minier parce qu'il estime qu'il n'en a pas suffisamment tiré. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il veut modifier le régime de change, le régime fiscal et le régime douanier. Voilà un peu pour ce qu'il veut changer. Dans le régime fiscal notamment, il veut créer ce qu'on appelle une taxe sur le super profit. Les super profits. Donc ça veut dire que le cobalt aujourd'hui, la tonne qui tutoie $100 000 la tonne, le gouvernement veut que, par exemple, sur le super profit, ça veut dire que si dans l'étude de faisabilité, vous avez dit que non, on va investir dans le secteur minier, dans le cobalt, mais le cobalt, quand vous avez fait votre étude de faisabilité, vous avez dit que non, il serait par exemple à $20 000 la tonne. Et que le marché fait que le cobalt arrive à 100 000. Donc maintenant, la différence entre les 20 000 de votre étude de faisabilité et les 100 000 sur le marché, ça fait $80 000 de plus, de surplus. Et là, sur ces surplus-là, le gouvernement veut taxer à hauteur de 50%. Après, à part cette question, il y a la question aussi de la redevance. La redevance aujourd'hui sur le cuivre, le cobalt et la tonne est autour de 2%. Voilà. Le gouvernement veut la ramener à 6% ou à 10%. Donc voilà. Et ensuite, il y a une question. Et enfin, je continue comme c'est une longue. Bon, enfin, sur la question du régime douanier, c'est que les miniers, chaque fois qu'ils importent du matériel, ils font passer une liste qui est éligible aux exonérations. Alors, le gouvernement veut limiter les nombres de biens éligibles aux exonérations parce que c'est des manques à gagner. Merci. Et ensuite, la question aussi des amortissements. Donc, il faut faire des différences entre les amortissements qui entrent dans le cadre de l'investissement. Il ne faut pas qu'elles soient renouvelées à l'infini. Donc, il y a quand même des choses sensées. Tout ça repose sur le principe selon lequel les États ont la pleine souveraineté sur les ressources naturelles afin d'atteindre le bien-être social et économique de leur population. Mais cela ne doit pas se faire au détriment du climat des affaires. Donc il faut ménager l'investissement. Il faut se rappeler qu'on a connu un grand désinvestissement. Il a fallu que des capitaux frais viennent féconder le secteur minier pour qu'on ait cette reprise. Donc voilà à peu près les enjeux du code qui n'a pas encore été promulgué par le chef de l'État. Oui, mais sur ces codes, vous savez... Apparemment, c'est déjà un sujet de l'émission. Bon, oui, mais ça fait notre vie quotidienne. Les gens parlent plus de la politique. Mais vous savez que vous m'épatez quand vous parlez économie. Ça, c'est l'iniquine, ça, c'est l'iniquine. Ici, c'est l'IFASIC, mais vous m'épatez franchement. Mais la politique, elle doit se nourrir de l'économie. Oui. Et concernant toujours les codes miniers, trop politique. Oui, concernant ces codes miniers, vous parlez de ces jeux de ping-pong entre le ministre et le PCA. Israël l'a souligné, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Kabila, il est arrivé le lundi le 5, le jour de l'ouverture officielle d'Indaba. Youma était déjà intervenu et il avait déjà soulevé un tollé.
Donc, sur ce point-là, il a poignardé Kabouilou par le dos. Les jours suivants, les opérateurs miniers ont organisé également une rencontre secrète avec le ministre des Mines, qui a isolé à son tour le PCA de la GECAMINE. Et alors, il a donné des réponses aux opérateurs miniers. Il dit, mais si vous étiez en désaccord avec les codes miniers, vous n'avez qu'à saisir la Cour constitutionnelle. Donc, pour interpréter la loi. Et le matin, les jours suivants, c'est la matinée de la RDC, et Kabouilou connaissant déjà ce que Yuma avait déjà fait les jours passés, alors dans la salle, il posait même la question, est-ce que le président de la FEC, Albert Yuma, est là? Ça, tout en sachant que Yuma ne devrait pas être là. Ça fait pas sérieux d'un pays quand même. Ça fait pas sérieux. C'est vraiment déplorable pour ce qui est arrivé. Je crois qu'il faut... ça donne raison à Moussé, il parle des médiocres. Mais quand bien même que vous voulez réviser les codes pour que l'État gagne, personne ne s'oppose. Mais si les divergences internes existent entre vous-même, comment vous allez faire cause commune pour gagner face aux investisseurs? Les gens peuvent se vanter que nous avons un sous-sol riche, nous avons des cobalt, nous avons des cuivre. Mais regardez l'exemple de la révisitation des contrats miniers. Les Canadiens ont traversé en Zambie. Et les contrats a été résiliés. Est-ce que la République a plus gagné avec la révisitation des contrats miniers qu'à l'époque où les Canadiens étaient présents au Congo? Même les opérateurs miniers ne s'opposent pas à la révision du code minier. Ils sont d'accord. Mais mettez-vous d'accord sur ce qui vous divise pour marcher ensemble. Vous pouvez être un État prospère. Mais s'il n'y a pas des gens qui apportent la technologie, s'ils n'apportent pas des capitaux frais, alors vous ferez quoi? Aujourd'hui, si vous allez au cadastre minier, les géologues vous diront que la province du Congo central a la même structure géologique que l'ex-province du Katanga. Mais tant que les capitaux frais ne sont pas encore là, les gens qui viennent, qui exploitent ces minerais ne sont pas là. Qu'est-ce que vous faites du cuivre et du Bas-Congo? Moi, j'ai vu Ambroise Mbaka, paix à son âme, qui fabriquait des cathodes avec les cuivres exploités artisanalement au Bas-Congo. Ça rapporte quoi à l'État? Mais il faut gagner, il faut que l'État gagne. Je vous donne un seul exemple. La province du Nord Kivu, l'exercice budgétaire 2017, rien que le secteur minier a rapporté au gouvernement provincial du Nord Kivu 35 millions de dollars américains. Et le gouvernement provincial vous dit que sur les 35 millions de dollars américains, la fraude est 5 fois plus importante que ce que l'État a gagné. C'est Abbas Non, c'est le Nord Kivu, c'est Julien Falco. Les fameux Abbas là. Abbas, c'est aussi Kivu. Et alors, le gouvernement provincial vous dit que cette fraude est plus importante que ce que l'État a gagné. Or, potentiellement, l'ensemble des provinces de la République ont un potentiel minier important. Et l'activité minière dans les Grands Kivu, c'est essentiellement artisanal. Si vous prenez cet exemple, c'est-à-dire que les 5 fois, si vous multipliez 35 millions de dollars multipliés par 5, ça vous donne pratiquement 175 millions de dollars. Et sur les 175 millions de dollars, l'État n'a gagné que 35 millions de dollars. Et ce n'est pas un problème du code minier. Ça, ce n'est pas un problème. C'est la fraude, les services de l'État, tout ça, les gens qui facilitent la fraude, les trafics d'influence. Et regardez, vous citez l'exemple Abbas Kayonga. Vous savez, l'homme que vous voyez à la une de notre magazine là. D'ailleurs, il appelle la plupart des gouverneurs qui sont impliqués dans des transactions malsaines des gouverneurs commerçants, parce qu'ils cautionnent même la corruption, la fraude minière, tout ça, et c'est un manque à gagner pour l'État. Pour revenir à cet exemple du Nord Kivu, si vous dupliquez cet exemple sur l'ensemble de la province, et ça vous donne des chiffres astronomiques que l'État perd. Merci. Là, ce n'est pas le problème du code minier. Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous aussi, vous voulez parler? Oui, bien sûr. Parce que, écoutez, il faudrait que le Congolais sache que nous sommes assis sur un coffre-fort. Doudou, il faut un kiosque économique par semaine. Hein? On est assis sur un numéro par semaine. On a un coffre-fort fabuleux. Ce pays, on a un coffre-fort fabuleux. Nous sommes assis nous sommes véritablement sur un scandale géologique. Mais la question, Gabi est en train d'aborder ici, la question parce qu'il y a des aspects, il y a la production industrielle. Le cuivre, nous sommes autour de 1 million de tonnes. Le cobalt, autour de 100 000 tonnes de cobalt à peu près. Donc, ce qui fait qu'on a un chiffre d'affaires d'à peu près 10 milliards de dollars. Ça, c'est la production plus ou moins industrielle canalisée. Mais toutes les productions artisanales qui passent au Rwanda en fraude, en Ouganda, en Tanzanie même, au Kenya et tout ça. On a un problème réel de fraude. Mais la question
c'est d'abord quelle vision nous avons de notre secteur minier. Tout part de là. Tout part du fait que tant qu'on va exporter de minerais bruts ou faiblement à faible valeur ajoutée, on ne va pas s'en sortir. Donc tout part de la chaîne de valeur. Un minerai qui est extrait ici, qui est raffiné sur place, et on va allonger la chaîne de valeur ajoutée. Plus nous allongeons cette chaîne, plus nous gagnons de la richesse, plus nous donnons du travail à notre économie. Sur la question notamment de super profit, les miniers ont aussi opposé la question des pertes en basse conjoncture. Est-ce que l'État vient à la rescousse pour partager leurs pertes? L'État répond oui parfois en faisant certains allègements fiscaux et douaniers. Donc il faudrait que l'État taxe, c'est vrai, le super profit, mais en cas de perte aussi, il faut de super pertes, il faut que l'État aussi puisse tout ça. Et puis j'aimerais terminer sur la question, l'avenir de notre industrie minière se trouve dans les terres rares. Nous avons les terres rares, ces minéraux, ces minérales qui sont dans des quantités infimes mais qui sont précieuses pour l'industrie aéronautique, l'industrie de pointe, la téléphonie mobile. On a tout ça ici au Congo. Il faut qu'on développe une politique assez ambitieuse sur les terres rares. Ce sont les minéraux d'avenir. Merci beaucoup. Pascal Nyembo, Verrouille l'enclos, avec Abbas Kayonga. J'ai aimé vos analyses. On n'a même pas abordé les sujets qui sont alignés, mais on a déjà consommé 30 minutes de l'émission. Il nous reste 15 minutes. Regardez comment on va faire. Ça sera difficile, hein? Gabi Kouba et Israël et Moutala. Le troisième, c'est qu'il est un peu fort dans les domaines économiques. Eric Tchikouma. Les directeurs des Zoumiko. Tchikouma a fait un bon papier sur la production minière et les perspectives de prix. Épargnez-moi ça, sinon on risque de parler des productions minières. Eric Tchikouma, je vous attends impatiemment sur ce plateau, peut-être très prochainement, à 3. Vous parlez économie, parlez code minier, parlez ressources minières. Mais j'aimerais m'adresser particulièrement aux parlementaires, membres de la commission environnement et ressources naturelles. Quand vous avez des débats en commission, vous avez les experts qui sont là. Gabi Kouba est là et vous avez Israël Moutala. Regardez comment ils développent des brillantes analyses. Ils étaient là aussi à Indaba. J'ai vu les parlementaires qui accompagnaient le PCA de la JICAMINE. Oh, la même... Non, c'est parce que vous parlez de... non. Ali Bongo arrive, hein, Israël Moutala. Ouais, Ali Bongo arrive, je crois que c'est dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ça existe. Ouais. Il va, voilà, c'est toujours oui. Mais non, mais là-dessus, comme Gabi, j'adore cette moquerie de Gabi, parce qu'il y a des organisations sous-régionales qui sont creuses. Oui. Hein, on a étudié en droit international les OI, les organisations internationales. Il y a des organisations internationales qui sont creuses, qui n'en valent pas la peine. Et moi, je pense que CEAC, CEMAC, ce sont des organisations qui n'en valent pas la peine. Mais bon, Gabi, Bongo est là. Bongo, c'était un allié stratégique de Joseph Kabila. Ils s'entendent très très bien. Ils ont des très très bons rapports. Il arrive ici dans une tournée dans l'Afrique centrale. On n'est pas dans un isolement diplomatique, hein? Non, en tout cas, le régime de Kinshasa n'est pas dans un isolement qui... En tout cas, sur le plan africain, il n'y a pas d'isolement diplomatique. L'isolement diplomatique, c'est avec les Occidentaux ou la Suisse qui a repris les mesures prises par l'Union européenne, les sanctions, gel de avoirs et restriction de visa. Donc la Suisse a étendu les mêmes mesures à 14 personnalités déjà sanctionnées, Ramazani, Delphin Kaimbi de la DEMIAP, Kalev de l'ANER, bon, les mêmes personnes sanctionnées par l'Union européenne. Comme la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, c'est maintenant aujourd'hui, c'est depuis hier ou avant-hier qu'elle a aussi prise les mêmes mesures. On ne peut pas comparer la même présence ou la même visite de Bongo par rapport à un chef d'État du genre Sassou. Sur le plan international, Sassou pèse un peu plus que Bongo. Lourenço de l'Angola pèse un peu plus que Bongo. Macky Sall, ça a quel gain politique ou diplomatique pour les régimes, l'arrivée de Bongo ici? Quel gain diplomatique, quel gain politique? Le gain politique, c'est d'abord montrer que la RDC n'est pas isolée. Voilà. Donc c'est déjà ça, montrer que c'est un pays fréquentable. Donc voilà, fréquenté par quelqu'un qui n'est pas fréquentable, voilà, pour avoir tripatouillé l'élection dans son propre pays. Je parle ici d'Ali Bongo Ondimba. Voilà.
Mais l'autre gain, donc c'est montrer que le pays est normal, entretient des rapports corrects au beau fixe, parce que la politique de Kinshasa, entre guillemets, c'est avoir des rapports au beau fixe. Et donc là, ça participe à la normalité, à la routine de la vie d'un État, recevoir le chef d'État. Donc ça participe à la normalité de la diplomatie congolaise. Ali Bongo n'est pas aussi proche de Macron, hein, qui plaiderait en faveur de Kabila, ou proche de Donald Trump, qui plaiderait pour la levée des sanctions. Il n'est pas aussi proche de Didier Reynders. Non, Ali Bongo, sur ce point-là, il ne peut pas aujourd'hui interagir avec la communauté internationale, parce qu'il y a d'abord un problème politique interne chez lui qui n'a pas résolu. Et donc, il a une très faible légitimité, parce que son élection est une élection contestée et contestable. Donc, c'est un président de facto, c'est un président qui a tripatouillé les scrutins présidentiels. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un interlocuteur valable. Le Gabon est en crise avec l'effondrement de cours de matières premières, donc spécialement le pétrole. C'est encore le paradigme de la RDC, des pays sous-développés. Donc vous exportez les matières brutes et vous importez les produits finis. Donc tant qu'on n'aura pas renversé ce paradigme, nous serons pauvres et les Occidentaux seront plus riches. Belle analyse. Bongo arrive. Ah oui, Ali Bongo arrive. Au-delà des relations entre Kabila et Bongo, il y a aussi des intérêts économiques. Là, cette affaire de BGFIBank aussi, on voit une présence gabonaise en République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas non plus l'oublier, il y a des confrères qui en parlaient ici, et c'est sujet gabonais. À Gano, avec Bahati. Mais vous savez que... j'aurais bien voulu que je sois à la conférence de presse d'Ali Bongo pour que je lui pose la question sur Agano. Vous savez que celui-là, c'est vraiment un homme d'affaires. Et après, le monsieur a été emprisonné pour des raisons... Il y a des confrères qui en ont parlé ici. Il n'a pas été emprisonné, il a été au cachot des Calais. Les gens émettaient des réserves sur ce que disaient les confrères. Savez-vous qu'après le ministre de l'économie à l'époque, qui a été convoqué à la présidence de la République pour donner des explications à propos de ces dossiers. Ah bon? Ah ouais. Il a été convoqué à la présidence de la République. Moukeba, il disait ça sur ses... Ah, mais Moukeba, quand il disait ici, les gens émettaient des réserves. On disait, bon, vous savez, on nous fait toujours des reproches ici, bon, il ne faut pas tirer sur les individus, il ne faut pas vous attaquer, pas d'attaque personnelle au cours de votre émission. Mais les faits ne tombent pas du ciel. Les faits ont des auteurs. Ils sont des auteurs. Comment pouvez-vous parler des faits sans parler de leurs auteurs? Voilà pourquoi des gens comme Mike Moukeba ou d'autres confrères peuvent parler des individus qui sont à la base des situations que nous connaissons. Donc, Bongo... Donc, Bahati a été convoqué à la présidence. Oui, mais il a été convoqué à la présidence. Et quelle est la suite? On attend maintenant la suite. Qu'est-ce qu'on a décidé à propos de M. Agono, dont vous parlez ici? On ne sait pas jusque-là. Et vous savez, Bongo, Kabila, ou encore en Afrique centrale. Mais vous savez, l'Afrique centrale, c'est le bastion de l'anarchie. Oh. Faut pas, oui, mais faut pas. Il y a une sorte, je reprends l'expression des anthropologues et des ethnologues. Il y a une sorte d'éthologie, c'est-à-dire une solidarité entre les dirigeants que nous avons. Il y a une sorte de solidarité entre les dirigeants que nous avons en Afrique centrale. Dis-moi, quel est l'État le plus démocratique de l'Afrique centrale? Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville? Ah bah bon, vous savez de quoi vous parlez. C'est-à-dire ça n'existe pas. Donc, comme ça n'existe pas, les loups ne peuvent pas se manger entre eux. Donc, cette affaire-là, il ne faut pas parler de la communauté. D'abord, je me pose même la question. L'existence des communautés économiques des États de l'Afrique centrale. Mais pour faire quoi? On voit tout simplement des messes à la cité de l'OIA, à Libreville, et consorts. Les gens, on nous avait promis d'abord à l'époque, Tibanda, ici nous réunissait à la cité de l'OIA à l'époque et parlait du visa unique. Jusque-là, je l'attends, hein, ça fait des années, presque 10 ans. Il n'y en a pas. On nous a parlé d'aller... C'était un projet ou une promesse? Voilà. Par exemple, Bongo lui-même, il a été investi ici à la cité de l'OIA en 2009. J'étais là, j'avais couvert ces sommets. Il n'y a rien aujourd'hui. La CEMAC, l'existence de la CEMAC, vous en tant que citoyen de l'Afrique centrale, qu'est-ce que vous pouvez tirer aujourd'hui comme bienfait d'une organisation comme il est venu en pèlerinage, en tourisme. La CPGL, par exemple. Ou encore les États des Grands Lacs. Je peux reprendre même l'expression d'un professeur d'université qui disait mais les lacs appartiennent à la RDC. Est-ce que vous avez un lac au Rwanda? Avez-vous un lac au Burundi? C'est vrai, il y a un débat sur ça. Quelle est l'importance de telles organisations lorsqu'aucun problème qui concerne le pays n'est pas résolu?
Autre question, Gabi Kouba. Le contexte de cette arrivée de Ali Ben Bongo, je ne sais pas s'il est venu en tourisme, il est venu faire quoi. D'abord, c'est la Troïka qui a eu lieu ici à Kinshasa. Après celle du Congo-Brazzaville au mois d'octobre ou novembre, je ne sais pas si ma mémoire est bonne. Joao arrive, Sassou arrive. Après cela, c'est le président de la République qui se déplace pour la Zambie. Il voit son homologue. Il semble que ça n'a pas bien marché avec son homologue. Il prend le véhicule pour aller voir Kenneth Kaunda. Il connaît un accident là-bas. Il rentre. On voit le président zambien qui se déplace pour venir au Rwanda. Je sais pas moi, pour faire rapport à Kagame ou bien pour, je ne sais pas. Mais pendant ce temps, c'est Bongo qui arrive, c'est va-et-vient, tous ces mouvements-là. Et pendant ce temps, vous avez un mouvement d'instabilité dans l'est du pays avec le Rwanda. Et tous ces déplacements-là, oui. Qu'est-ce que ça cache ou bien qu'est-ce que ça traduit, ces déplacements? Chacun veut jouer sa partition. La RDC n'est pas dans une situation d'isolement diplomatique. Pourquoi? Parce que pour Bongo, avoir un allié comme Joseph Kabila, c'est important pour lui. Si Sassou, avec le Congo-Brazzaville, estime qu'avoir un allié comme Joseph Kabila au Congo, il a tout intérêt à soutenir le régime. Si Kabila estime qu'il est dans une situation inconfortable à l'intérieur du pays aujourd'hui et qu'il peut nouer des alliances avec tel ou tel, qu'il peut lui apporter sa caution pour son régime, Kabila en Zambie, je ne sais pas, c'est là où Moïse Katumbi fait ses affaires. Il semble qu'il serait passé par la Zambie pour se faire enrôler. Et pendant ce temps, John Chibangu a été arrêté en Zambie avec 3 passeports. Est-ce qu'on ne risque pas de dire, alors Kabila aurait grondé son homologue zambien pour lui dire comment tu hébergeais un monsieur ici, en même temps Katumbi fait ses affaires en Zambie. Est-ce que tout cela n'est pas à exclure. Et tout est possible. Katumbi, on sait, c'est au-delà de sa carrière politique, c'est un homme d'affaires. Et pour le régime de Kinshasa, Katumbi, c'est un adversaire redoutable aujourd'hui. Comme il est redoutable, avec tout ce qu'il peut avoir comme argent, et s'il faut aller couper ses racines, là où il peut avoir des affaires, mais cette option n'est pas à exclure. Donc le régime de Kinshasa peut toujours jouer cette carte. Très bien. A démenti qu'il ne s'était pas agi... il s'était pas agi de Katumbi dans cette réunion de Lusaka, non. Et que voilà, les engagements de la SADC sont clairs, voilà. Et donc la Zambie fait partie de la SADC. Il ne peut pas permettre la déstabilisation d'un pays membre. Voilà, ça c'est la déclaration officielle de Cheikh Kitundu après le sommet. Elle est diplomatique, hein, cette déclaration. Ouais, absolument. Ah oui, mais en soutien de beaucoup de choses. Voilà. Absolument. Donc je vous restitue un peu les propos de Cheikh. Absolument. Très bien là-dessus. On peut parler remise et reprise, Chadari. Remise et reprise au ministère de l'Intérieur. Bon, oui. Est-ce qu'on fait du neuf avec du vieux? C'est possible. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, mais je ne vois pas quel est le changement que Mova peut apporter au ministère de l'Intérieur. Il peut amener les Inyamborakure, les gens qui portent les bérets rouges, les Ubuntu. Mais Chadari sur ce terrain, il est fort aussi. Les deux sont les mêmes, mais je ne vois pas vraiment. Je crois peut-être qu'il y a Chadari serait tombé en disgrâce, au-delà de tout ce que nous pouvons dire dans la presse, avec qu'est-ce qu'il a fait? C'est la question fondamentale. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il aille, par exemple, au PPRD? Et vous savez, stratégiquement ou encore intellectuellement, on parle des réformes au niveau du parti présidentiel. Mais Chadari n'est pas mieux placé que Mova pour mener une réforme au niveau d'un parti politique comme le PPRD. Il semble que c'est les stratèges en termes d'élection au sein du PPRD. En termes d'élection, Mova aussi peut faire ce travail. Les stratèges, vous savez, chez nous, vous avez fait des génies, mais ce sont des génies du mal. Oh. Oui. Ce sont des génies du mal. Aujourd'hui, on peut saluer Mova, tout ça, mais combien de professeurs sont passés par le ministère de l'Intérieur? Qu'est-ce qui a changé? Le ministère de l'Intérieur n'est pas un îlot dans un système politique. Donc, c'est l'ensemble. Et je ne vois pas la nouveauté. Je ne vois pas en tout cas la nouveauté. Sur ce point, remise et reprise. Il y avait vraiment un besoin. On veut donner un coup de pouce à l'intérieur ou bien on veut donner un coup de pouce? Non, les besoins... Oui. Regardez, Gabi Kouba. Oui. Les faits sont sacrés. Les faits aussi, c'est que Maître Mbouyou vient d'être nommé. Oui. En même temps, on fait partir Chadari. Mova qui entre. Qu'est-ce que Kabila prépare? C'est la question que nous devons poser au président de la République. Et qu'est-ce qu'il prépare? Parce que
toutes ces nominations, d'abord Mbouyou, ce n'est pas une nouvelle nomination, c'est juste un retour. C'est une régularisation. C'est juste un retour parce qu'il a été longtemps, mais pendant un certain moment, il était au garage quand même. Maintenant, on a dit sa messe hier chez les catholiques, à Notre-Dame. Ah oui, c'est un fervent chrétien catholique. C'est quelqu'un qui a... C'est un laïc aussi. C'est quelqu'un qui a des rapports. Un laïc. J'étais à la messe hier, j'ai passé les vies Maître Mbouyou. Ah, lui aussi vient prier avec nous. Oui, Mbouyou est rentré à la présidence de la République, Chadari quitte le gouvernement, Mova qui entre. Qu'est-ce que Kabila prépare? Papi Tamba aussi qui est annoncé au développement rural, semble-t-il. Ah bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire au développement. D'abord, le développement urbain n'existait pas. Où est-ce que le développement rural, ça sera où? Le développement urbain. Chez vous, vous avez juré de ne plus visiter votre famille, vos quartiers sans fil avec votre Jeep. Voilà le développement. J'ai failli mourir. Qu'est-ce que Kabila prépare? Est-ce qu'il prépare sa survie politique au-delà de la situation actuelle qu'il travaille? Et il a besoin des autres qui peuvent lui porter un plus, ou bien c'est pour l'intérêt national. Je doute fort de ce que ces individus peuvent faire pour la nation actuellement à la fin à la fin d'un cycle politique qui a connu 2 mandats par rapport à ce qu'ils peuvent apporter à leur système. Premier baptême de feu, c'est le 25, hein? On verra Mova à l'œuvre. Absolument, il y a plusieurs défis. Lui n'est pas encore sanctionné, hein? Non, Mova n'est pas concerné par les sanctions. Mais on semble que quand on arrive là, on est à la chambre de sanctions. Absolument. Les gels des avoirs. Non, mais d'abord, il faut saluer la nomination de Maître Mbouyou comme conseiller spécial chef d'État en matière de sécurité. Donc, pour ceux qui le connaissent un tout petit peu, c'est quelqu'un de modéré, de tempéré. C'est pas un vent en guerre. C'est un chrétien. C'est pas un extrémiste. Donc, quand même, il faut saluer ça. Et donc, je mets aussi sur la balance Pierre Lumbi je mets en relation la nomination de Mbouyou et celle de Mova. Voilà. Donc c'est une restructuration de l'appareil sécuritaire. Je pense que Kabila je ne pense pas que Chadari, contrairement à Gabi, a été désavoué. Je pense que Chadari va aller s'occuper du parti. Il serait plus à l'aise et plus utile à son camp politique, à sa famille politique, à ce poste-là. Et donc, aujourd'hui, je pense que Kabila est en train de faire une restructuration de l'appareil sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont levé l'option d'aller aux élections. Et donc, je pense que Kabila se prépare plus ou moins en disant, si jamais nous perdions ces élections-là, il faudrait absolument que ma sécurité soit garantie. Voilà. Il faudrait absolument qu'on ne puisse pas attenter à ma vie et tout ça. Et donc, parce que nous sommes... Lui aussi a peur de mourir. Hein? Kabila est un être humain. Il est fait de chair et de sang. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux opposants de ménager une porte de sortie à Kabila, d'avoir un discours. La décrispation, ce n'est pas que du côté de Kabila. La décrispation, c'est aussi... décrisper Kabila. Absolument, ils doivent décrisper Kabila. Ah non, je suis sérieux. Ils doivent décrisper Kabila. Je suis d'accord aussi. Donc, il faut une amnistie pour Kabila, pas seulement sécurité physique et les biens pour lui et pour le sien. Je vous rappelle qu'il s'agira là, l'enjeu est de taille. La première alternance pacifique, démocratique. Donc, ne commettons pas l'erreur des frères musulmans en Égypte. Voilà. Ça veut dire que vous prenez le pouvoir aujourd'hui, mais les structures du pouvoir, vous ne les contrôlez pas tout de suite. Donc, vous battez la majorité présidentielle le 23 décembre 2018. Mais vous avez des tangos forts. Mais vous avez encore tout et ça c'est absolument. Mais là, il faut concrétiser. C'est les blancs armés du PPRD. Absolument. Kabila va faire maintenant, depuis 2017, il est... Mais pourquoi ces gens-là se considèrent comme les bras armés du PPRD pendant qu'ils sont là pour la République? Ça va faire 20 ans qu'ils sont au pouvoir, 17 ans plein que Kabila est au pouvoir. Et donc, ce n'est pas avec un coup de baguette magique dans l'urne comme ça que le pouvoir change de camp. Non. Nous avons des structures démocratiques fragiles, nous avons un pouvoir personnalisé et il faut un temps pour qu'il y ait une mutation. C'est comme les Nzimbi. Les Nzimbi pensaient qu'ils étaient les militaires du MPR. Absolument. Alors, c'est ça le problème. Alors, il faut avoir toute l'intelligence pour aller en douceur. Okay. Donc, Kabila a besoin aussi de la décrispation. Donc, il faut que les discours vont en guerre. Pour les décrisper. Pourquoi il redoute, comme l'a dit Gabi Katumbi, et redoute? Parce que Kabila sait
que peut-être que le mal qu'il a fait à Katumbi, et que si Katumbi prend le pouvoir et tout ça, ça sera la guerre totale, il va démanteler son empire économique, ça sera terrible. Et donc, mais Kabila redoute moins Vital Kamerhe, Kabila redoute moins Félix Tshisekedi, avec qui ils n'ont jamais vraiment... Kabila redoute moins un Adolphe Muzitu, Kabila redoute moins même Martin Fayoulou, grosse gueule, Kabila redoute moins... comment dirais-je, Freddy Matungulu et qu'est-ce que c'est encore. Mais pour Katumbi, c'est la ligne rouge. Voilà pourquoi est-ce que quand il dit qu'on peut même décrisper après 2018, après les élections, et donc c'est une décrispation intuitu personne. Donc là, alors, je respecte votre phrase, dans votre analyse. Mais là justement, je termine pour dire que Mova vient. C'est quelqu'un parmi les proches du chef de l'État. Ce sont des gens... Parmi les classiques. Absolument, ce sont des gens... voilà. Maintenant, il est ministre de l'Intérieur, du Premier ministre de je ne sais quel bord. Donc, voilà. Mais, voilà. Absolument. mais sur cette question, Mova, Tibala aura très peu d'autorité sur Mova. Mova, c'est parmi les hommes de confiance du chef de l'État. Mais, comme je le disais tantôt, les défis marchent du 25 déjà. On va voir rupture ou continuité. Va-t-il aller dans la répression sanglante? Et puis si on lui donne l'argent pour les policiers, qu'il donne ça aux policiers. Non, d'abord la question des policiers. Si il y a un carburant pour les policiers, il faut donner. Moi j'ai vu des policiers ici, des agents de l'ordre. Après la manip, je m'étais marié le 20 et le 21 il y a eu une manifestation. J'ai quitté la chambre d'hôtel là où j'étais à Hôtel Léon, je fais pas la pub. J'ai rentré, je vois des policiers, je pense on va lire pas. J'ai dit mais c'est quoi ça? Bah tu vas là l'été boutou momentum, lis pas sans maille. Non, Chanel. S'il y a de l'argent pour les policiers ou les militaires, il faut donner aux policiers. Mova. Donc, il y a cette question. Il y a la question de l'insécurité en Ituri. Les partis politiques aussi. Il y a la question du dédoublement parce que, comme je l'ai écrit dans un papier, la liste définitive de partis politiques doit être acheminée à la CENI au plus tard au mois de mars. Pourquoi ça traîne? Au mois de mars, c'est ça le deadline de la CENI pour avoir la liste, parce que c'est en fonction de cette liste-là que la CENI va faire les logos, le sigle et tout ça. Et donc cette liste-là doit émaner du ministère de l'Intérieur. Donc il y a urgence que la question du dédoublement des partis politiques trouve une solution, parce que le mois de février touche à sa fin. Bitakoura a même demandé qu'on dédouble l'église catholique, qu'on ait une église catholique de l'opposition et de la majorité. Bon, Mbouy qui a prié chez nous hier à Notre-Dame. Non, mais qu'ils aillent chez les orthodoxes. Non, ça n'arrivera pas. Vous voyez quand même que... Bitakoura qui a demandé ça. On dédouble l'église catholique. Ça n'arrivera pas. Vous avez quand même qu'il y a un changement radical. Même les dirigeants ecclésiastiques ont changé de langage. Les musulmans, j'ai vu leur représentant légal. Bukundo a aussi, qui m'a surpris par sa déclaration. Les musulmans aussi. Donc, l'église catholique. Vous voyez quand même qu'il y a une conjonction de facteurs qui font qu'il y a une prise de conscience collective que le pays, on a atteint le fond sur le plan moral. Et que si on n'a pas de repères moraux forts, on ne va pas se développer. Merci beaucoup Israël. Je retiens que Mova n'est pas du tout aussi sacrifié ou soit humilié. Non, parce que déjà dans son chantier de Lingwala, il y avait déjà des grognes de comment? Non, il ne faut pas gronder là-bas. Non, je crois que Chadar, il n'a pas été. Le chantier n'est pas aussi fermé. Parce que le problème, c'est que le chantier va se poursuivre. On verra peut-être qu'il est pressenti comme secrétaire permanent du PPRD, parce que le PPRD s'est restructuré là aussi, avec un président, un vice-président et un secrétaire permanent. Donc il occupera l'un de ces trois postes à ce que c'est murmure. Merci beaucoup. Non, ça c'est très important. Je suis passé par là. Les ouvriers du chantier de Chadar ici à Lingwala. Calmez-vous. Il n'est pas humilié. Continuez. Les travaux vont se poursuivre. Le chantier ne va pas s'arrêter. Il a épargné même si les avoirs sont gelés ailleurs. Oui, lui, il a bien fait quand même. Il y a des banques au niveau national. Mais revenons sur cette affaire de restructuration des services de sécurité par le président Joseph Kabila, un peu pour être à l'abri au cas où il quittait les postes. Israël parle de la décrispation mutuelle, que ce soit du côté de l'opposition. Mais je crois que l'opposition doit décrisper aussi Kabila. Oui, des garanties. Vous savez, un président de la République qui a bien géré un pays n'a pas de conditions à poser lorsqu'il faut quitter le pouvoir. Vous n'avez qu'à voir l'exemple de Jaka Kikwete.
Kenneth Kaunda et les autres. Je suis d'accord. Par exemple, mais les choses ne se sont pas passées. Je suis d'accord avec vous. Ne faisons pas, c'est ça, c'est dangereux. Ne faisons pas de l'angélisme. Nous connaissons nos faiblesses ici. S'il vous plaît, c'est ce que je dis. C'est ça le danger. Ne faisons pas de l'angélisme. Nous connaissons les réalités de notre pays. Ne faisons pas de l'angélisme. On n'a pas encore cette maturité là pour dire que quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, la justice indépendante, elle peut lancer des enquêtes. S'il vous plaît, vous allez faire en sorte que les chefs de l'État se cabrent au pouvoir et vous allez... ça fait 20 ans que nous avons connu les changements avec la chute du maréchal Mobutu. Et je peux dire que c'est lui qui va prendre le pouvoir. Après, Kabila risque d'avoir plus de problèmes que Kabila lui-même. Mais pourquoi? Parce qu'il va marcher sur des épines dans un terrain et pratiquement complètement miné. Alors, la vraie décrispation aurait été très importante de la part de ceux qui gèrent pour que les gens ne viennent pas marcher sur des épines après. Parce que quand vous avez bien géré, vous n'avez rien à vous reprocher, vous pouvez vous promener dans les rues de Kinshasa, à Machu Picchu, à Lubumbashi, à Kamalondo, un peu partout, aller prendre votre bien. Mais quand vous demandez des garanties après avoir quitté le pouvoir, c'est-à-dire... Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Je vous donne à chacun une minute. Une minute, c'est que j'aimerais redire encore une fois que je le redis, j'assume, je suis favorable à la machine à voter. Et c'est un âme et conscience. Tergiversons pas, allons aux élections. Et vous avez vu maintenant que la position de l'Église catholique a changé. Elle demande maintenant que des experts... La certification. Donc on fait un pas dans la... Mais je vous pose une question. Ils sont constructifs. Non, si les experts arrivent et qu'ils arrivent à dire que cette machine-là n'est pas bonne. Absolument. Alors là, justement, on en tire toutes les conséquences, on abandonne. Voilà. Mais l'Église a fait une brèche. L'Église a fait une brèche. Soyons constructifs, pas de rejet systématique. Tout comme j'avais assumé sur ce plateau, parmi les premiers assumés, le seuil électoral. C'était un projet présenté par la majorité présidentielle que j'avais soutenu. Et je vous dis, j'avais soutenu ce projet. Donc, il faut assumer, il faut être un homme de conviction. C'est pas parce qu'un projet est présenté par la majorité qu'il est forcément mauvais. Voilà. Donc, moi je dis, aujourd'hui, ne tergiversons pas, allons aux élections. Et les évêques vous enregistrent. Absolument. Et j'aimerais aujourd'hui que l'opposition aussi puisse exiger, justement, que des experts internationaux désignés par eux, ou tout ça, puissent venir certifier les logiciels qu'on mettra dans la machine à voter et qu'on avance. Merci beaucoup. Les FPI, ça bouge, hein? Ah oui, au FPI, ça bouge parce qu'il y a un mémorandum des agents les agents ont adressé un mémorandum au Premier ministre et aux autorités du pays à propos de la gestion, parce que l'actuel comité dirigé par Kitebi aurait procédé au licenciement. Mais les licenciements, maintenant, Kitebi dit qu'il y a des gens qui ne répondaient pas aux critères, ils avaient peut-être des diplômes d'État, mais ils étaient payés comme des licenciés et consorts. Mais lui aussi a recruté des gens au grade des directeurs. Là aussi, les agents qui contestaient sa démarche disent qu'il est venu avec ses amis qui étaient les anciens de la Soufidé et qui sont aujourd'hui là. Il a créé presque une structure parallèle, une nouvelle direction au sein du FPI. Donc ça constitue aussi un dédoublement. Donc les dédoublements, c'est partout, même dans les entreprises de l'État, on peut créer aussi une structure par rapport au texte. Mais je voudrais dire un élément. Je voudrais ajouter un élément en ce qui concerne la marche du dimanche. Du 25. Premier test. On dit, bon, le chef de l'État veut donner un visage plus humain à l'appareil sécuritaire. Mbouyou, personnellement, c'est quelqu'un qui a des bonnes relations avec moi. Il m'appelle toujours Gabriel. Donc, nous l'attendons au tournant. Et Mova, qui arrive au ministère de l'Intérieur, mais regardez un peu là où ça va poser des problèmes. Les jeunes du PPRD qui soutiennent le chef de l'État et qui soutiennent les amis de Mova, le processus électoral aussi, les amis de Mova, et les de Mova, ils disent qu'ils vont aussi organiser leur compte marche le samedi. Et le point de chute, c'est où? C'est dans toutes les paroisses catholiques. Donc pourquoi ne pas organiser par exemple Pourquoi ne pas organiser par exemple leur marche avant ou après? Parce que ça ne change rien. Les catholiques vont organiser la marche le dimanche, le 25, c'est pas pour prendre le pouvoir. Et aussi pour soutenir le pouvoir, ils peuvent organiser leur marche le 26 ou le dimanche prochain. Merci beaucoup. Il y a une plainte contre le général Kassourou. Oui. Ah oui, la famille de Chad. Absolument. Ok, on en parlera prochainement. C'est une plainte importante, mais j'aimerais placer un mot sur le FPI. FPI et les entreprises publiques, il y a un problème. Il y a pléthore des agents
les conventions collectives ne sont plus adaptées aux défis des entreprises, des enjeux économiques de l'heure. On avait demandé à ce qu'on les réforme parce qu'il y a des conventions collectives qui disent que quand un parent meurt, c'est son fils ou sa fille qui le remplace. Mais il faut avoir la qualification. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, sur les dossiers FPI, justement, il faut qu'on mette de l'ordre. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui par clientélisme, par népotisme, qu'on a embauché, la fraude corrompt tout, et donc quand on a remis... Et qui sont en train d'être embauchés aussi maintenant. Absolument. Non, ceux qui sont embauchés aujourd'hui, et peut-être que il faut voir, c'est sur titre ou sur par rapport à leur... Mais c'est un dossier, ça veut dire que beaucoup de gens, on sait comment est-ce qu'on embauche dans les entreprises publiques. Il y avait d'abord une circulaire de Matata. Matata à l'époque qui interdisait. Il fallait respecter une procédure. Mumba. Matipa, je crois qu'elle est revenue là-dessus. Elle a dit qu'il faut engager en fonction des besoins de l'entreprise. Il faut d'abord déterminer les besoins. Mais on engage les gardes de recrutement. Vous engagez quelqu'un directement directeur. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer ça. Mais on va dans les mémos. Non, on va revenir sur le dossier. Mais dans les mémos, on va revenir sur le dossier. Dans les mémos sur la table, il a engagé des gens sous les grades des directeurs qui étaient bien. Mais vous savez, une entreprise, moi j'ai aimé la décision de Matata à un certain moment lorsqu'il interdisait les recrutements. J'ai vu même, il avait rejeté la liste à l'époque du PPRD adressée à l'autorité de l'aviation civile. Pourquoi? Parce que les partis politiques, aujourd'hui, les nominations se font comme dans toutes les entreprises publiques. Et si vous allez avec votre diplôme de l'IFESIC, je ne sais pas si vous êtes docteur aujourd'hui, bon, vous ne l'êtes pas encore. Si vous avez votre thèse de doctorat et que vous allez vous présenter dans le journal, on va vous dire qu'on n'engage pas. Mais vous allez voir, mais vous allez voir qu'on continue à engager. Pourquoi on engage? Parce que c'est lui qui arrive. Il est nommé sur une liste des partis politiques et il veut donner les jobs. Donc comme Mauve arrive là, il va s'amener avec les Yannick Sola, il va amener avec ses amis. Même au cabinet de Mauve là, les structures du ministère de l'Intérieur ou encore les directions, parce qu'il y a plusieurs structures au ministère de l'Intérieur. Vous allez voir qu'on va placer des gens. Mais pourquoi l'État doit engager? L'État doit engager en fonction des besoins. L'État doit engager pour répondre aux préoccupations de la nation. L'État doit engager et avoir également des moyens pour payer. L'émission est terminée, c'était qui ont fait 7 ans NU ou encore non payé. Mais comment quelqu'un peut faire? Bongo a fait le concours pour les 1000 jeunes. C'est là que les partis politiques doivent dire jeunes, envoyez vos jeunes, envoyez vos CV là-bas, c'est compétitif. Merci. Vous avez même un programme pour l'emploi des jeunes. Je ne sais pas ça donne quel résultat. Proyen. Merci beaucoup. Franchement, j'ai aimé les débats aujourd'hui. C'était plus économique. Le kiosque de jeudi, trop économique. Merci à Israël pour ces belles analyses. Vous allez rentrer à la maison ou bien vous allez au bureau? Non, on ne rentre pas à la maison à 7h. Au bureau. Est-ce que dans cette ville, les gens travaillent encore? Oui, mais nous continuons à travailler. Allez à l'OCC, les gens sont dehors là. Ils commandent les matchs de Merci beaucoup à Israël. Vous allez saluer notre tendre Gloria. Merci. Merci aussi à vous, Gabi. Vous allez saluer mon ami Gomez. Oui, c'est sa soeur qui fêtait son anniversaire hier. Ok. Merci beaucoup. 9h30 demain, Daniel Safou Bouchemouni et John Lungila.